Je me présente, je m'appelle Behzad Naziri de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, ancien journaliste et ancien prisonnier politique en Iran. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir et réunir à l'occasion de cette conférence par Internet d'honorables personnalités qui ont bien voulu consacrer une partie du temps de leurs vacances, parce qu'on est bien en une période estivale, à nous exprimer leurs pensées sur la situation en Iran et particulièrement sur la question cruciale des droits de l'homme en Iran. À tous les amis, tous les auditeurs, tous ceux qui reçoivent nos images, j'ai l'honneur de présenter Monsieur le ministre Giulio Terzi, Monsieur l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Italie. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le préfet Yves Bonnet, ancien directeur de la DST, ancien député et ami de longue date de la résistance iranienne, qui a aussi de nombreux ouvrages sur la question iranienne dans ses différents aspects. Merci et bonjour à Monsieur le ministre. Merci, bonjour à vous. Je vous en prie. Monsieur François Colcombé, ancien député et magistrat honoraire, ancien juge conseil à la Cour de cassation et cofondateur du Comité français pour un Iran démocratique qui est à Périgueux, donc dans le sud de la France. Bonjour Monsieur Colcombé. Bonjour. Très heureux de vous recevoir sur cette conférence en ligne. Nous n'avons pas votre image, mais nous avons toujours votre belle voix. Voilà, je suis en France. Et Monsieur Jean-Pierre Becquet, lui aussi ami de longue date de la résistance iranienne. Monsieur Becquet, ancien maire d'Auvers-sur-Oise, ancien député et aussi cofondateur du Comité français pour un Iran démocratique. Bonjour Monsieur Colcombé. Bonjour Monsieur Becquet. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Qui est en Provence, et donc on a votre image. Voilà, donc très heureux de vous recevoir tous à cette conférence. Je ne serai pas très long, mais je voulais juste introduire pour ceux qui sont en train de nous écouter ou de voir vos images que dans ces dernières semaines, nous avons assisté donc à une succession de voyages de personnalités, notamment européennes en Iran, à la suite de l'accord de 14 juillet sur le programme nucléaire iranien, qui est commencé par la délégation allemande. Ensuite, c'était le 28, Madame Mogherini qui est partie en Iran avec une délégation de l'Union européenne. Le lendemain, c'était Monsieur Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, et plus récemment, il y a quelques jours, c'était donc Monsieur Paolo Gentiloni, l'actuel ministre des Affaires étrangères italien. Parallèlement à cela, nous assistons à une détérioration flagrante de la situation des droits de l'homme en Iran. Il y a eu des prises de position alarmantes, et notamment la première très récemment d'hier. Donc ça montre toute l'actualité de cette conférence que nous organisons, où le haut-commissaire des Nations Unies, Monsieur Zeid Ra'ad Al-Hussein, haut-commissaire pour les droits de l'homme, jordanien, qui est à ce poste depuis à peu près moins d'un an, s'est prononcé, donc exprimant sa préoccupation sur la question des exécutions en Iran. Donc j'aimerais commencer, si vous permettez, par vous demander de faire chacun d'entre vous une petite introduction selon donc le thème que vous souhaitez évoquer, et après vos introductions de quelques minutes, bref, on va passer à recevoir des questions que je vous présenterai selon donc les journalistes ou les personnes qui, en ligne, sont
en connexion avec notre conférence. On va commencer peut-être par l'actualité et l'événement le plus récent. Je m'adresse à vous, Monsieur le ministre Terzi, parce que le ministre des Affaires étrangères d'Italie a été en Iran. C'est la dernière délégation européenne que nous avons vue dans les informations. Alors, venons au thème de la discussion d'aujourd'hui, de cette table ronde d'aujourd'hui. Est-ce que pour ces personnalités qui vont en Iran, il faut se passer des droits de l'homme? Est-ce qu'il faut oublier cette thématique quand on va vers un régime tel que le régime des Mollahs en Iran? À vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi de répéter ma satisfaction d'être avec des personnalités qui ont une compétence spécifique sur ce qui se passe en Iran depuis des années et surtout sur le côté fondamental de la politique européenne de sécurité et d'affaires étrangères qui sont les droits de l'homme. Donc, je voudrais seulement partir par un article qui vient d'être publié dans la presse italienne, mais je présume aussi dans plusieurs journaux européen, publié par le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, Federica Mogherini, à l'occasion de l'anniversaire du 70e anniversaire de l'explosion atomique à Hiroshima et Nagasaki, qui a été commémoré pendant les derniers jours, mais a été le sujet d'un article important de la part du haut représentant. Federica Mogherini, le centre de cette intervention publique de l'haut représentant, vise à souligner l'importance de la mémoire pour la tragédie qui s'est développée à cause de la première utilisation de l'armement atomique et surtout la mémoire de toutes ces années de confrontation Est-Ouest, de guerre froide et de risques que nous avons vécu, que la communauté internationale a vécu de façon plus ou moins constante, d'un retour à une utilisation effective de l'arme atomique. Alors, je pense que je prends de cet article, de ces interventions publiques de Mme Mogherini, l'aspect de la mémoire. Mais l'aspect de la mémoire, pas seulement de Hiroshima et Nagasaki. L'aspect de la mémoire a une actualité fondamentale sur la question nucléaire iranienne. La communauté internationale et l'Union européenne en particulier doivent garder une mémoire précise, circonstancielle et utile de ce que l'histoire du programme nucléaire iranien depuis 14 ans, 15 ans a représenté pour la communauté internationale. Donc, la première question que je voudrais poser, c'est est-ce que la négociation 5+1 et l'accord que les Occidentaux, plus tous les membres permanents du Conseil de sécurité, ont signé avec l'Iran, tient compte de la mémoire de ces années de troubles et de difficultés que nous avons eues avec ce pays pour l'armement nucléaire, mais aussi à beaucoup d'autres égards, surtout d'influence négative dans les affaires régionales qui se sont développées, surtout après la fin du régime de Saddam Hussein, mais, et ça c'est le centre du débat aujourd'hui, sur la question des droits de l'homme. Nous avons eu, nos négociateurs, nos gouvernements ont donné un poids suffisant à l'aspect de la mémoire de ce que le régime théocratique en Iran a représenté pour la population iranienne, pour les Iraniens de toute religion, de chaque religion, ethnie et vision politique, avant de revoir leur vision d'ensemble sur les relations avec ce pays. Donc, j'ai un doute profond que cette mémoire puisse être affirmée pour Nagasaki et Hiroshima, mais ne pas compter beaucoup
vis-à-vis la situation que nous avons en Iran. Donc, encore une fois, ça serait vraiment une mauvaise performance pour la diplomatie européenne dans tous ses aspects de démontrer aujourd'hui, les jours de ces commémorations, de démontrer qu'il y a encore une mémoire sélective, trop sélective. Pour garder disons le cas sur la question des droits de l'homme, vous avez posé une question fondamentale. Qu'est-ce qu'a été l'importance du discours sur les droits de l'homme et des démarches concernant les droits de l'homme dans une situation aussi critique que nous sommes en train de vivre, le rapport d'Amnesty International, mais aussi d'autres, vous avez cité aussi la prise de position de l'haut représentant pour les droits de l'homme à Genève. Nous sommes dans une situation extrêmement critique et nous voyons une procession, une sorte de course à visite toujours plus importante et plus axée sur les questions et sur la relance de la coopération économique avec l'Iran, sans avoir des nouvelles. C'est pas quelque chose que je n'ai pas essayé de comprendre ou de me renseigner, mais je n'ai lu pratiquement aucune part des déclarations, au moins des déclarations publiques, mais non plus des comptes rendus sur le contenu des entretiens dans lequel on puisse avoir compris que toutes les personnalités politiques qui sont courues à Téhéran ces derniers jours ont vraiment soulevé de façon avec décision la question de droits humains, même si nous sommes en train de vivre dans une crise peut-être la plus profonde depuis des années dans le régime pour le nombre des exécutions qui se sont passées, mais aussi des arrestations politiques. Je voudrais conclure ces premières remarques en rappelant que encore il y a 4 mois, à la réunion des ministres des Affaires étrangères à Gimnich, sous présidence finlandaise, on a souligné à nouveau que les ministres des Affaires étrangères de 28 avaient souligné à nouveau que les objectifs clés de la politique commune de sécurité et des affaires étrangères européennes incluent la sauvegarde des valeurs communes en premier lieu, la préservation de la paix comme deuxième objectif, la consolidation de la démocratie en troisième lieu et en quatrième lieu, mais sur le même plan, bien évidemment, le respect des droits de l'homme. Encore dans les documents les plus récents, l'Union européenne et le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité soulignent que tous les accords de commerce ou de coopération entre l'Union européenne et les partenaires doivent inclure une clause spécifique sur les droits humains qui établisse que les droits sont d'importance centrale dans la relation avec l'Union. Donc, la question fondamentale se pose, mais nous vivons dans un cadre bien établi et consolidé au niveau plus élevé, au niveau politique le plus élevé dans notre Europe sur la centralité des droits de l'homme, et on les oublie quand on est en train de rétablir des liens politiques plus importants, de relancer, de se faire sortir l'Iran de cet isolement international. Nous le faisons sans aucune mention des droits de l'homme et de leur centralité dans la politique étrangère européenne. C'est une véritable fausse démarche qui donne et projette un nombre inquiétant sur la politique européenne et sur le message que nous donnons à la population iranienne et surtout aux opposants politiques de ce grand pays.
Effectivement, merci Monsieur le ministre pour cette introduction. Cette clause spécifique dont vous venez de mentionner existe aussi dans une résolution du Parlement européen adoptée en mai 2014 qui demandait que toute relation avec l'Iran soit subordonnée à une amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran. C'est donc adopté par le Parlement européen. Donc, je me retourne vers Monsieur le Préfet Yves Bonnet, peut-être parce que vous avez une longue expérience en matière des relations de l'Iran, à la fois avec la France et aussi avec l'Union européenne. Dans votre introduction, je vois qu'il y a une question qui me parvient. Peut-être, Monsieur le Préfet, vous pouvez, en même temps que vous présentez votre introduction, de répondre à cette question de Madame Hoda Fatwan, qui est journaliste à la télévision Al-Akhbariya de l'Arabie Saoudite, qui dit que quelle position devrait prendre la communauté internationale vis-à-vis du régime iranien afin de stopper les crimes de ce régime. Voilà, à vous la parole, Monsieur Bonnet. Merci. Je voudrais d'abord rebondir sur les excellents propos de Monsieur le ministre Terzi, que je félicite de son français parce qu'il est absolument parfait, et souligner parce qu'il a raison ce point qui est très important. Il y a actuellement 8 États qui sont dotés de l'arme atomique. 8. Je ne vais pas les énoncer, tout le monde les connaît. Et la question centrale qui se pose, et qui effectivement se pose avec davantage d'acuité à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est la suivante, c'est une simple question de bon sens. Devons-nous accepter que le club très fermé des EDAM, des États dotés de l'arme nucléaire, s'ouvre à de nouveaux membres? C'est-à-dire, devons-nous accepter une relance de la course à l'armement nucléaire? Il est évident que la réponse est clairement non. 8 États dotés de l'arme nucléaire, c'est déjà beaucoup, surtout quand on connaît les antagonismes qui opposent certains de ces États entre eux, et ce serait courir un danger très réel de voir reprendre la course aux armements nucléaires que d'accepter que l'Iran se dote de cet armement. Or, je tiens à souligner ce point, actuellement, la situation est une situation gelée. On n'a pas mis fin, on n'a pas démantelé comme il le faudrait, comme il est absolument nécessaire, l'ensemble des équipements, des matériels, des techniques qui sont actuellement en œuvre en Iran, pays qui a triché et qui triche depuis 20 ans avec la communauté internationale. C'est un point qu'il faut souligner. Doit-on faire plus longtemps confiance à des tricheurs? Mais là, la question est encore plus basique, si j'ose dire. Il convient de dire non à l'accession à l'arme nucléaire, et un non définitif, pas un non provisoire. Il ne s'agit pas de repousser le problème à 10 ans ou à 15 ans. Et je dirais même, quelle que soit la nature du régime iranien, même si ce que nous souhaitons tous, le régime iranien laisse la place à un régime démocratique, l'interdiction doit être la même. Nous ne devons pas accepter qu'un 9e État entre dans ce club très fermé des puissances nucléaires. Ça, c'est quelque chose d'absolument central, fondamental et capital. Alors maintenant, venons-en au problème des droits de l'homme. Je ne vais évidemment pas donner de leçons de politique étrangère à un éminent ministre des Affaires étrangères, surtout quand on connaît la subtilité diplomatique italienne. Nous avons plutôt des leçons à recevoir qu'à donner. Mais je vais simplement souligner, Monsieur le ministre sera peut-être d'accord avec moi, je crois que fondamentalement une politique étrangère repose sur 2 sortes de considérations. Il y a d'abord des considérations idéalistes. Il s'agit que la politique étrangère soit en harmonie avec les principes fondateurs d'un État ou d'une communauté, ce qui est le cas de l'Europe.
Et puis, il y a une politique étrangère que l'on appelle d'un mot allemand Realpolitik, c'est-à-dire une politique étrangère qui tolère un certain nombre d'entorses à ces grands principes au nom de la défense d'intérêts qui sont évidemment des intérêts essentiellement matériels ou à la rigueur politique. Et nous avons à ce moment-là le devoir de regarder ce que nous sommes, nous Français, nous Italiens, et nous Allemands par exemple. Nous sommes à la fois des nationaux et des Européens. Et je pense qu'il faut pousser très loin l'intégration européenne, probablement beaucoup plus loin qu'actuellement. Et il faut absolument se souvenir que la politique européenne, cette politique qui est actuellement entre les mains de Madame Mogherini, bon, qui n'a pas de pouvoir considérable, hein, bien évidemment. Et cette politique, c'est la politique de l'ensemble de l'Union européenne. Pour des raisons que tout le monde comprendra, l'Union européenne n'a pas le choix. Elle ne peut avoir qu'une politique étrangère fondée sur la défense des principes fondateurs de nos démocraties. Elle ne peut pas en avoir d'autres. L'Union européenne ne peut pas pratiquer la realpolitik, par exemple en allant commercer, en allant discuter affaires avec quelque pays que ce soit, car à ce moment-là, elle jetterait le trouble dans ces relations. Tout le monde sait que les firmes françaises, italiennes, allemandes, anglaises sont en concurrence. Hein. Il ne s'agit pas que l'Union européenne interfère dans ce processus. Donc l'Union européenne s'interdisant a priori la défense d'intérêts économiques qui ne sont que très rarement communs, doit essentiellement centrer son action sur la défense des grands principes, et évidemment la défense de la paix en fait partie, mais la défense des grands principes, et parmi ces grands principes, il y a essentiellement la défense des droits de l'homme. J'avoue, Monsieur le ministre, vous n'en prendrez pas en bras, j'espère, mais que j'ai été un peu surpris, pour sinon choqué, de voir Madame Mogherini être reçue par le guide suprême et se coiffer d'un voile. Bon. Je ne sache pas que la représentante de l'Europe doive conformer son habillement au pays qu'elle visite. Hein. Parce que si elle va en Papouasie, je n'ose pas imaginer dans quelle tenue elle va se présenter. Bon, il faut être sérieux dans cette affaire. Hein. La représentante de l'Europe, comme d'ailleurs les représentants français, je dis la même chose à propos de parlementaires français, femmes bien évidemment, qui ont revêtu le voile pour se présenter en Iran. Non, non et non. Nous sommes tels que nous sommes. Nous n'imposons, nous, Européens, à personne le port de quelque tenue que ce soit, ce qui d'ailleurs est tout à fait normal. Et là, c'est peut-être un détail, mais c'est un détail significatif. Alors, venons-en maintenant aux intérêts, à cette fameuse realpolitik. Je ne peux bien évidemment m'exprimer qu'en ma qualité de Français. Et je ne suis pas ministre des Affaires étrangères de la France, mais je tiens à souligner ce point qui est important. La France peut très bien envisager d'avoir une realpolitik avec tel ou tel pays. Encore faut-il que cette realpolitik soit cohérente. Encore faut-il que nous traitions les pays avec lesquels, par exemple, nous envisageons de commercer, de traiter. Encore faut-il que nous les traitions de la même manière, selon une ligne qui soit strictement la même. Or, je constate que nous manifestons beaucoup de sévérité à l'égard de la Russie de M. Poutine, au besoin, au détriment d'ailleurs de nos intérêts nationaux, ou à l'égard de la Syrie de M. Bachar el-Assad, mais que nous sommes beaucoup plus complaisants à l'égard du régime iranien. Et ceci alors devient d'autant plus troublant lorsque l'on sait ce qui vient d'être souligné, ce sont plus que des entorses, hein, les manquements très graves que l'Iran commet à l'endroit des droits de l'homme. Ces récentes images que nous avons vues de personnes qui se font couper un bras, une jambe, a fortiori quand elles se font exécuter par pendaison, c'est pas non plus n'importe quelle exécution, ces images qui sont choquantes, ces chiffres qui sont
données et qui ne sont pas contestables d'Amnesty International nous amènent à dire que là, il y a vraiment un véritable blocage. Hein. Il serait peut-être bon que, à certains égards et à certains endroits, nous cessions de commercer avec des pays et de discuter avec des pays qui admettent la peine de mort. Bon, la peine de mort aujourd'hui est devenue quelque chose, c'est en quelque sorte une ligne rouge. Hein. Je pense que les pays qui franchissent cette ligne rouge, en condamnant à mort sous des prétextes divers, et quels que soient ces prétextes, des êtres humains, nous devons quand même observer la plus grande réserve, c'est le moins qu'on puisse dire, à leur égard lorsque nous discutons avec eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire d'abord en introduction, si vous voulez, sur ce propos, en soulignant, mais nous y reviendrons, que deux choses, c'est que d'abord l'Iran est un État qui, je le redis, qui triche depuis 20 ans, ça c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, et en soulignant également que l'Iran pratique d'ailleurs à merveille la politique de la désinformation et que nous ne devons pas non plus tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Préfet. Effectivement, vous venez de souligner deux aspects très importants concernant la question de la problématique iranienne qui est multifacette, à la fois le danger qu'il continue de poser en matière de son armement nucléaire. Vous avez dit à juste titre, est-ce qu'on peut faire confiance à un tricheur? Également, pour rebondir pour votre dernière phrase, cessez de discuter avec des pays qui pratiquent la peine de mort. Or, je voudrais, en rebondissant sur votre intervention, m'adresser à M. Kolkombe parce qu'il connaît bien la législation du régime actuel. Hier, on avait encore un cas où des yeux étaient crevés d'une personne au nom de la loi, au nom d'une législation actuellement appliquée en Iran. Vous avez évoqué le cas des amputations. Monsieur Kolkombe, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, j'ai une question notamment que je voulais en même temps vous poser. Et si vous voulez bien, dans votre introduction, essayer d'apporter une réponse. Il y a un des internautes qui nous demande, peut-on envisager une loi subordonnant les contrats commerciaux avec l'Iran à la fin des exécutions? Voilà, je reprends la question. Peut-on envisager une loi subordonnant les contrats commerciaux avec l'Iran à la fin des exécutions? Voilà, je vous laisse la parole si vous voulez bien apporter des éléments de réponse en même temps que votre introduction. À vous la parole, Monsieur Kolkombe. Oui. Alors, je veux dire que quelques mots. Mes prédécesseurs ont très bien expliqué un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je m'expliquerai tout à l'heure sur la question que vous m'avez posée. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que les négociations qui ont eu lieu sur le nucléaire ont été marquées par la forte réticence des représentants français. Ce n'est un secret pour personne que les Français ont traîné des pieds, n'ont pas fait confiance, ils ne font toujours pas confiance au régime iranien, parce qu'ils savent très bien, le gouvernement français sait très bien que l'opinion publique française, car en France l'opinion publique existe, que l'opinion publique française ne fait pas confiance au régime iranien. On ne leur fait pas confiance sur une première chose, c'est sur l'énergie atomique. On sait que depuis des années, sous couvert de vouloir obtenir de l'énergie à usage civil, ils ont préparé la bombe. Et la chose est certaine, si d'ailleurs l'OMPI n'avait pas à un certain moment signalé des violations des engagements de l'Iran, ça ne se serait pas su. Donc cela, on s'en souvient. La deuxième chose, et je me rapproche de la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est que ce qu'on souhaite et ce que souhaite l'opinion publique française, ce que souhaite le gouvernement français, mais ce que souhaite aussi l'opinion publique iranienne, car l'Iran est un pays dans lequel, malgré le régime autoritaire, il y a une opinion publique qui s'exprime de temps en temps par des manifestations, par des élections, que cette opinion publique, elle veut, elle aussi, le respect des droits de l'homme. Et je crois qu'au milieu des discussions,
dans l'état où nous sommes, le problème des droits de l'homme est central. Il faut absolument que l'Iran change de politique. Et en cette matière, bien sûr, nous savons que tout ne peut pas être fait en un jour. Nous savons qu'un certain nombre de pays appliquent la peine de mort. Par exemple, les États-Unis le font, etc. Mais ceci doit être fait dans des proportions raisonnables, mesurées, et avec comme objectif d'évolution, comme aux États-Unis, l'abrogation de la peine de mort. Ensuite, il est évident que nous ne pouvons pas tolérer, nous occidentaux en tout cas, et nous gens civilisés, que des peines telles que la crevaison des yeux, telles que l'amputation des membres, etc., soient pratiquées. Ce sont des peines qui renvoient à des périodes très anciennes. Ceci se pratiquait au Moyen-Âge. Ceci n'a plus de raison de l'être. Quand on veut être un peuple civilisé, qu'on veut donner confiance aux autres, qu'on veut maîtriser toutes les technologies, y compris les plus dangereuses, on doit montrer qu'on est capable de vivre avec son siècle. C'est-à-dire un siècle dans lequel on respecte les hommes. Si on doit les sanctionner, on les sanctionne, mais on n'utilise pas des peines inhumaines comme celle-ci avec des justifications qui sont tirées de textes religieux qui ne doivent pas avoir d'application en la matière. Et sur ce point, pour ma part, j'invite fermement le gouvernement français non pas à subordonner les contrats à l'abandon de la peine de mort, mais à subordonner les contrats à l'acceptation d'une discussion franche avec l'Iran sur l'évolution de leurs droits qui irait vers une suppression progressive des droits de l'homme et en tout cas vers une suppression immédiate des traitements inhumains qui sont complètement intolérables. Et je reviens, et j'en termine par là, il ne faut pas que le gouvernement français et le gouvernement iranien s'imaginent qu'ils vont pouvoir traiter ce sujet tout seuls entre eux. Les opinions publiques existent dans ces deux pays et les opinions publiques sauront bien s'entendre et se faire entendre dès que ce sera nécessaire, et je pense que c'est nécessaire dès à présent. Merci, M. Kolkombe, pour cette introduction. Et vous avez répondu aussi en partie à la question qui était posée par cet internaute. Je m'adresse donc à M. Jean-Pierre Becquet. Monsieur Becquet, vous avez été aussi à la fois parlementaire et élu pendant longues années. Tout à l'heure, M. Kolkombe disait que l'opinion publique ne peut pas faire confiance en France à ce régime iranien. Ayant suivi pendant toutes ces années, les relations franco-iraniennes et particulièrement les questions des droits de l'homme en Iran à travers une forte présence de l'opposition iranienne dans votre département et particulièrement dans le ville où vous avez été le maire longues années. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet, notamment de la réaction de l'opinion publique française vis-à-vis de ces voyages qui se font en Iran sans évoquer la question des droits de l'homme avec leurs interlocuteurs dans le pays? Oui, d'abord, je voudrais dire mon accord très large avec ce qui a été dit précédemment par Monsieur le ministre, qui a dit beaucoup de choses très intéressantes, par mon ami Yves Bonnet et par François Kolkombe aussi. On a beaucoup de points d'accord et c'est pas étonnant, évidemment, que nous nous retrouvions sur beaucoup de thèmes. La négociation sur le nucléaire, qui a duré des années et des années, nous l'avons vu, la France a eu une position particulièrement ferme. Et c'est elle qui a mis le plus de conditions à cet accord. Et même des conditions dans son application, car la France ne fait pas une confiance aveugle, loin de là, au régime iranien. Et donc, je veux dire qu'il va encore y avoir des éléments à vérifier dans l'application de cet accord. Beaucoup pensent que nous verrons bien, mais qu'il faudra vérifier point par point l'application. Et beaucoup pensent que, bien sûr, ils ont cherché à nous tromper depuis des années, nous le savons. Yves Bonnet l'a rappelé, et nous le savons tous. Le régime iranien cherche à retarder le temps et à avancer, par ailleurs, vers l'arme nucléaire que nous ne voulons pas et qui serait un danger dramatique pour cette région du monde et pour le monde entier. Donc, j'en reste là sur ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que l'opinion publique, elle,
ne fait pas non plus confiance très largement à ce régime, comme à d'autres régimes dans le monde. Aujourd'hui, peut-être par l'Internet, peut-être par beaucoup de choses, tout se sait. Et tout se sait sur la façon dont les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce pays. C'est probablement, à part la Corée du Nord, peut-être le régime qui fait le plus de violations aux conventions internationales et même aux droits minimums de l'homme. Nous avons des instances internationales qui l'ont condamné à plusieurs reprises. On a évoqué tout à l'heure aussi le Parlement européen, mais bien d'autres instances ont dit à différents moments ce qu'il en était. Et puis je n'oublie pas le rôle de toutes les organisations non gouvernementales, des rapports réguliers que font Amnesty International, la Fédération des droits de l'homme et bien d'autres organismes qui dénoncent toutes les violations régulières, permanentes, à différents niveaux. Je parlerai aussi des droits des femmes qui sont évidemment complètement bafoués. Et donc on a cette série de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés. Or aujourd'hui, même si on ne peut pas conditionner un accord international aux droits de l'homme, on ne peut pas le faire directement, je pense que François Combet le confirmera, mais en même temps, l'opinion doit jouer son rôle dans les discussions internationales qui sont les siennes. Et en France, comme en Europe, l'Europe est très attachée aux droits de l'homme et à la paix, on l'a dit, l'Europe est un territoire de paix. Et d'ailleurs, sans faire de parallèle, lorsque la France rompt l'accord pour fournir des Mistral à Poutine, qui est aussi une dictature, c'est bien parce qu'il y a des violations graves en Ukraine que nous faisons cela. Et donc, il y a bien des moments où l'on peut, dans la discussion internationale, mettre en balance des droits fondamentaux par rapport à des droits économiques ou à d'autres droits. Je pense que la non-prolifération des armes nucléaires est une nécessité absolue. Yves Bonnet rappelait que 8 pays détiennent l'arme nucléaire, qu'évidemment, on n'a pas intérêt à en avoir un 9e, un 10e ou d'autres. Je dirais même au contraire, on doit aller progressivement vers une limitation de l'arme nucléaire, de sa diffusion et même de son existence même. Donc ça prendra du temps, bien évidemment. Personne n'est naïf et tout le monde sait que tout cela est très compliqué. Mais donc, le poids des opinions sur le plan des droits de l'homme est absolument indispensable. Et donc, c'est pour ça que je crois que les mouvements non gouvernementaux, mais aussi toutes les forces civiles, les élus, moi je rappelle le combat des élus, quand en France, des milliers d'élus, mais je sais que c'est pareil en Italie, monsieur le ministre, ou dans tous les pays d'Europe, et dans tous les pays démocratiques, quand les élus s'engagent pour dire que le régime iranien aujourd'hui pose toute une série de problèmes, il y a bien sûr la question du nucléaire qui se pose, mais il y a la question des droits de l'homme qui se pose au même instant, au même moment. Nous ne pouvons laisser faire ce qui se fait, et donc les campagnes mondiales, européennes ou locales qui se font pour le respect des droits de l'homme ont leur rôle. C'est un rôle essentiel et les gouvernements, bien sûr, doivent en tenir compte. Il n'est pas possible de faire des accords sans tenir compte de la puissance de l'opinion publique vis-à-vis du respect des droits fondamentaux que sont les droits de l'homme. Voilà les premières choses que je voulais dire en introduction, mais il y aura sûrement d'autres questions qui vont venir. Puis je ne voulais pas paraphraser ce qu'ont dit si bien mes collègues précédents, mais je crois que les grands, et je terminerai par là, les grandes organisations internationales, je pense à l'ONU bien sûr, et je pense à d'autres organisations comme celle-là, devront être interpellées par des résolutions, par des débats. En tout cas, il faudra bien que cette question des droits de l'homme vienne sans cesse et doit s'appliquer dans tous les pays. Je donne encore un dernier exemple. Les relations entre Cuba et les États-Unis aujourd'hui vont se normaliser. Ben moi, j'en suis très satisfait. Mais évidemment, il y a eu à une certaine époque des atteintes graves aux droits de l'homme à Cuba. Et aujourd'hui, nous pensons que les relations se régularisant entre Cuba et les États-Unis, mais aussi entre Cuba et bien d'autres pays, eh bien, ça va permettre certainement d'améliorer la situation des droits de l'homme à Cuba. Et donc, voilà un exemple qui peut servir d'exemple pour d'autres relations. Et je pense que nous devons le faire car les violations des droits de l'homme en Iran, elles sont à l'intérieur du pays,
mais elles sont aussi exportées à l'extérieur du pays. Le financement d'armes fournies à des groupes terroristes est extrêmement préoccupant. Et donc l'Iran, là-dessus, doit aussi être dénoncé dans ce rôle de propagation, d'atteinte aux libertés dans d'autres pays, par la fourniture d'armes, par l'entraînement de combattants qui vont porter la guerre dans les pays voisins de cette zone. Et nous savons bien qu'il y a plusieurs exemples aujourd'hui qui sont très préoccupants. Merci, Monsieur Becquet. Bien sûr, le rôle des élus que vous avez évoqué, l'engagement des élus, on sait tous ces parlementaires qui se sont mobilisés à travers le monde afin de rappeler aux autorités de leur pays la nécessité d'évoquer cette question en Iran. En France, nous avons eu déjà 14 000 maires, on a eu 4 fois la majorité parlementaire qui ont rappelé la nécessité d'évoquer cette question avec les autorités iraniennes quand il s'agit d'établir ou de renouer des relations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, pour aussi revenir au rôle de l'ONU, je voulais juste ici rappeler que le dernier rapport du rapporteur spécial de l'ONU pour l'Iran évoque, ça c'est le rapport qui a été remis en mars, vous voyez peut-être à travers cette courbe qui monte jusqu'à 2014, où le rapporteur des Nations Unies pour l'Iran, le docteur Ahmad Shahid, rappelle que le nombre d'exécutions en 2014 a été sans précédent. Ces 12 dernières années, on est donc à 753 exécutions l'année dernière. Et selon Amnesty International, depuis le début de cette année jusqu'à au mois de juillet, il y a eu 700 exécutions. Et avec ce train, on arrivera à 1000 exécutions en Iran si la situation continue comme ça. Sur cet aspect, j'aurais une question qui s'adresse à Monsieur le ministre Terzi. C'est une journaliste, Madame Angela Kieff-Frida, d'un média italien, de Local Italy. Il demande à Monsieur le ministre quel rôle l'Italie pourrait jouer pour contribuer à cette amélioration, à un changement de situation des droits de l'homme en Iran. Avant de répondre à cette question, Monsieur le ministre, j'aimerais pour rappeler à nos internautes une brève intervention de la présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne qui, en début de cette année, donc en début 2015, parce que le bilan de Amnesty que je viens de vous rappeler, c'était donc en mi-2015, faisait un bilan de l'année précédente pour la question des droits de l'homme en Iran. C'est, je crois, quelques petites minutes. Peut-être on peut écouter et voir ensemble ces phrases prononcées par Madame Rajavi et ensuite revenir. Je reprendrai la question qui s'adresse à vous, Monsieur le ministre Terzi. Merci. Présence d'un régime terroriste, barbare et intégriste au pouvoir à Téhéran constitue le moteur de tous les mouvements extrémistes sous couvert de l'islam. Mais qui, à la fin du siècle dernier, a relancé la lapidation, les amputations et même arraché les yeux? Les mollahs de Téhéran. Qui a inventé l'exportation du terrorisme pour créer un califat islamique? Les mollahs de Téhéran. Les dirigeants du régime des mollahs ont gardé le silence devant ces crimes odieux. Mais tous, du président du Majlis jusqu'à l'imam du vendredi de Téhéran, veulent se servir de ce crime terroriste pour faire du chantage et du marchandage en disant à la France que pour garder sa sécurité, elle doit changer sa politique en Syrie et soutenir la dictature d'Assad. Chers amis, l'année passée a été une année pleine de tensions pour l'Iran et la région. En Iran, la mise en scène de la modération des mollahs a échoué avec 1200 exécutions en 18 mois, une vague d'agressions à l'acide contre les femmes et un tsunami de chômage et
d'augmentation des prix. Ils ont aussi gaspillé une partie de la richesse du pays en la donnant aux dictatures syriennes. Donc, il faut rappeler la phrase célèbre du leader de la résistance iranienne, Massoud Rajavi. Il a dit « Un vipère ne peut accoucher d'une colombe. C'est pourquoi il n'existe pas de modéré dans le fascisme religieux. » Il y a 14 ans, certains pensaient qu'en faisant des concessions à cet ennemi de l'humanité, ils pourraient se modérer. Vous vous rappelez qu'ils ont ouvert un lourd dossier en justice contre la résistance iranienne en France, avec une grande attaque le 17 juin 2003, des mises en examen et beaucoup de pression et de calomnie. Heureusement, nous avons tenu bon avec dignité. On peut tirer ici une grande leçon politique. Quand les gouvernements occidentaux répriment et mettent dans la liste de terrorisme les moudjahidines du peuple iran, le plus grand mouvement musulman organisé et profondément anti-intégriste et antiterroriste, et que ces gouvernements focalisent contre lui l'énergie des appareils policiers, politiques et judiciaires, alors l'intégrisme et l'extrémisme islamiste et le terrorisme qu'il génère trouvent le terrain favorable et l'opportunité pour se développer. Phrase de Mme Rajavi, c'était en début de cette année. Bien sûr, il y avait à la fois l'aspect droit de l'homme et terrorisme qui était évoqué. Nous allons rester sur la dimension qui concernait le bilan des droits de l'homme de ce régime, notamment qui persiste sur des pratiques et des sauvageries médiévales au nom de la loi. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions. Bien sûr, je vais commencer par la première qui s'adresse à vous. Je sais bien que pour un diplomate, ce n'est pas toujours facile d'évoquer quand il est en discussion avec ses interlocuteurs des questions qui touchent à la gravité des droits de l'homme dans le pays où il va visiter. Mais il faut voir quand même qu'il existe des instruments comme des résolutions de l'ONU qui sont très claires sur ces violations. Alors, ce journaliste des Local Italy vous demande quel rôle l'Italie pourrait jouer, à côté d'autres rôles, pour améliorer, pour changer cette situation des droits de l'homme en Iran. Est-ce que dans ce contexte, vous pensez que votre pays pourrait jouer un rôle? Comment vous réagissez à cette question? Je vous prie à chacun de nos invités de bien vouloir répondre assez court, 1 ou 2 minutes à chaque question, et on va passer aux questions suivantes. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à vous. Quand on parle du respect des droits de l'homme en Iran, et quand on parle du respect des droits de l'homme en général, on parle toujours de sécurité internationale. En plus que parler de grandes questions éthiques et de développement et de politique en général. Mais pour l'Iran, le respect des droits de l'homme est lié encore plus que pour d'autres pays aux questions de sécurité. Et je trouve qu'il a été très bien souligné dans les interventions précédentes que le terrorisme soutenu par des organisations iraniennes étatiques ou para-étatiques, il ne faut rien cacher sur le fait que les Pasdaran et certains groupes qui sont contrôlés directement par le régime, par le gouvernement, sont les auteurs et ceux qui organisent des attaques terroristes dans la région, mais aussi l'ont fait dans le monde, même en Europe, les années 80, on connaît très bien, les moudjahidines du peuple connaissent tragiquement cette tendance iranienne à faire de la politique par le biais du terrorisme. Il faut comprendre que la question de la tutelle, de la promotion des droits de l'homme pour un pays comme l'Iran, c'est une grande question qui va bien au-delà des frontières du pays. S'applique aussi à une conception que le régime iranien a
de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme. Oui, ils font une lutte contre le terrorisme, contre l'État islamique maintenant, mais c'est contre le terrorisme sunnite, tandis qu'ils continuent à promouvoir le terrorisme de leur formation. Il était très significatif que le président Barack Obama, qui était le premier acteur dans cette négociation nucléaire 5+1, et c'est lui qui, la personnalité, le chef d'État qui a voulu, je crois, plus qu'aucun autre, la finalisation de cet accord, a dit pour convaincre le Congrès, il y a quelques jours, nous n'oublions pas du tout que l'Iran est un pays qui soutient le terrorisme. Et c'est-à-dire qu'il a reconnu aussi que la façon dont le terrorisme de source iranienne frappe les droits de l'homme dans les autres pays de la région, c'est une question qui doit être très importante aussi pour les États-Unis. Qu'est-ce que l'Italie peut faire dans ce contexte? Il y a, je crois, peu d'opinions publiques dans le monde qui sont aussi convaincus du rôle des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationale, mais aussi pour la promotion des droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose de très cher aux Italiens. On le voit aussi dans la réaction humanitaire que la grande majorité de mes concitoyens démontrent quand il s'agit de montrer capacité d'accueil, disons, résoudre et faire face aux problèmes de grande migration dans la Méditerranée. Donc, une vision ancrée sur les Nations Unies, c'est une vision fondamentale pour le public italien. Il n'est pas très satisfaisant le fait que pendant toute la négociation, la partie finale, la phase finale de la négociation nucléaire, la grande information du pays, de mon pays, est quittée un peu dans l'ombre, et laissée dans l'ombre la question des droits de l'homme en Iran. Je trouve qu'il faut faire beaucoup plus de sensibilisation de la grande presse, du grand monde de l'information, des médias en Italie, parce que à niveau parlementaire, cette conscience et cette sensibilité a été toujours très évidente et doit encore plus l'être maintenant que nous sommes dans une phase d'actualisation de l'accord nucléaire, si jamais le Congrès américain devait l'accepter, comme il très, très probablement l'acceptera. Mais il est très important pour le public italien d'être plus en syntonie et être mis en condition d'être plus en syntonie avec les sentiments du Parlement italien qui a toujours établi comme priorité en ce qui concerne l'Iran la promotion des droits de l'homme. C'est un effort que nous devons faire. Comme je viens de dire, je suis très satisfait de l'évolution de la grande presse ces dernières semaines sur ce point spécifique, mais il faut reprendre ce parcours et poser les droits de l'homme au centre de nos relations avec l'Iran. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. J'espère que cet internaute donc, vous a bien reçu. Monsieur Bonnet, je vous relais la question qui nous parvient d'un quotidien irakien, Azaman International, de journaliste qui s'appelle Monsieur Amaré. Ça rejoint d'ailleurs la fin de la réponse aussi que Monsieur le ministre Hersi nous a dit, parce que l'internaute, le journaliste vous demande est-ce que le fait qu'il y a des exécutions qui vont en grandissant en Iran, surtout ces derniers temps, nous avons vu à travers les chiffres de Amnesty International, des Nations Unies, est-ce qu'il faut relier ça à cet accord entre l'Iran et l'Occident et les États-Unis? Est-ce que le régime iranien, depuis cet accord, se sent les mains libres? Autrement, cette soi-disant ouverture qu'il veut manifester vis-à-vis
des Occidentaux, pour des raisons que vous connaissez très bien, se traduit par un durcissement à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Préfet? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Iran ne se sent pas découragé par l'attitude très laxiste du groupe des 5+1, car nous sommes dans cette affaire finalement très laxiste. L'Iran ne se sent absolument pas découragé. Il comprend très bien qu'il peut continuer sa politique de terreur à l'intérieur des frontières de l'Iran. Sa politique d'exportation du terrorisme. L'Iran est un État qui pratique le terrorisme d'État. Et quand on pratique le terrorisme d'État, on devient rapidement un État terroriste. Donc, indiscutablement, l'Iran ne peut que se sentir conforté dans sa politique de répression, et de répression jusqu'au dernier degré, par l'attitude de la communauté internationale, et en particulier, c'est malheureusement, mais il faut avoir le courage de le dire, c'est malheureusement un des effets pervers de l'accord qui a été signé avec l'Iran. Oui, effectivement, c'est une interprétation d'ailleurs que le régime iranien est en train de faire de cet accord et de résultats de ces négociations. Par contre, la réaction de la société iranienne, comme on peut remarquer, continue à être une réaction, disons, de mécontentement, de protestation, parce que cette opinion iranienne est aussi très sensible à ce qui se passe au niveau de l'opinion publique internationale. Je voudrais revenir à la question qui était posée notamment à M. Kolkombe concernant l'importance de l'opinion publique, parce que comme vous savez, M. Kolkombe, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, bien sûr, les autorités qui voyagent en Iran restent très vagues avec leurs interlocuteurs, notamment le fait que le régime iranien maintenant semble ouvrir les portes aux chefs d'entreprise ou aux touristes, mais le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran est toujours interdit d'entrer dans le pays. Donc tous les experts de l'ONU, les rapporteurs qui devraient notamment rapporter à l'opinion, ne peuvent pas aller enquêter sur place sur cette situation qui se détériore. Or, M. Kolkombe, comme vous savez, il y a une situation qui mérite quand même d'être rapportée à l'opinion. D'ailleurs, des ONG, que M. Becquet disait tout à l'heure, font un travail important dans ce domaine. Amnesty International, à l'occasion de ces récentes communiqués, vient de rappeler que les condamnations à mort en Iran sont d'autant plus inquiétantes qu'ils sont prononcés par des tribunaux qui ne brillent pas par leur indépendance et leur impartialité. Ils sont prononcés pour des infractions très générales, formulées en termes très vagues, ou pour des actes qui ne devraient pas constituer un crime, encore moins passible de la peine de mort. Donc, on assiste à une législation, M. Kolkombe, qui ne correspond pas du tout aux normes et aux principes requis par à la fois la France, par l'Union européenne, en matière des droits de l'homme. Comment on peut mettre en relief, M. Kolkombe, toute cette réalité iranienne, cet aspect de la réalité iranienne qui est donc éclipsé, disons, par l'aspect de ces négociations, de ces discussions, vis-à-vis de l'opinion publique, cet aspect que vous connaissez d'ailleurs très bien. À vous, M. Kolkombe. Oui, je vous entends. Alors moi, si vous voulez, ma façon de voir les choses, elle est assez simple. Dans cette affaire, je fais un petit peu confiance au gouvernement français. Je fais beaucoup confiance à l'opinion publique française et je fais confiance à l'opinion publique iranienne. L'Iran est un grand pays, un pays dans lequel une grande partie de la population aspire à une amélioration de sa situation. Et je pense que un jour, probablement plus vite qu'on ne croit, ce peuple changera de régime
et ce peuple fera qu'un certain nombre de règles, qui sont les règles d'une démocratie moderne, s'appliqueront dans son pays. Nous, qu'est-ce que nous devons faire, nous, là où nous sommes en France, en Europe? Nous devons faire connaître la situation de l'Iran. Beaucoup de nos amis ne la connaissent pas. Et pour avoir participé à un travail à l'égard des élus de terrain, à l'égard des députés européens, pour leur faire connaître la situation de l'Iran, j'ai pu constater que les gens, quand on leur donnait de l'information, l'acceptaient, s'y intéressaient et réagissaient en conséquence, faisaient pression sur les gouvernements pour que l'attitude des gouvernements change à l'égard de l'Iran. Je crois que cette politique doit être continuée. Nous devons faire pression le plus possible que nous pouvons sur nos décideurs, nos gouvernements, de façon à ce qu'un minimum de normes soit appliquées. Pour parler de la justice, dans un pays démocratique, normalement, les juges doivent être désignés de façon indépendante, de façon à être indépendants. Or, en Iran, on le sait, les juges sont désignés et sont sous le contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire du guide suprême, non seulement de l'exécutif, mais de la religion. Ceci n'est pas possible et ne correspond manifestement pas à des normes démocratiques. Ensuite, dans un pays démocratique, les textes qui sont appliqués doivent être connus, précis. On doit savoir les gens sont condamnés. Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure, trop souvent, les textes sont tordus, interprétés, voire inventés après qu'une infraction ou qu'un acte a été commis. Ceci aussi n'est pas acceptable. Troisième chose, les sanctions qui sont appliquées sont des sanctions qui ne correspondent pas à des normes acceptables. Laissons de côté la peine de mort, mais les modes d'exécution de la peine de mort en Iran sont des modes d'exécution de pays barbares. C'est le mot. Arracher un œil ou arracher les yeux de quelqu'un est quelque chose qui est totalement inadmissible. L'Iran, en réalité, fait partie des pays les plus arriérés en cette matière et nous, opinion publique internationale, nous devons savoir que nous traitons avec des arriérés dangereux. Je parle du gouvernement iranien, je ne parle pas du peuple iranien. Le peuple iranien, je suis persuadé, dans les grandes lignes, est d'accord avec ce que je viens de dire. Donc nous devons le dire, le répéter, ne jamais céder sur tout cela. Et pour en terminer, ce que nous devons faire, c'est demander à M. Fabius de retourner à Téhéran et de parler des problèmes de droits de l'homme, de se faire expliquer exactement ce qui se passe, d'expliquer pourquoi les exécutions capitales sont utilisées comme des moyens d'intimidation. Alors autant on peut comprendre que quand une peine doit être exécutée, elle est exécutée, mais tel que c'est fait en Iran c'est un spectacle pour terroriser les populations. Ceci est totalement inadmissible. Surtout pour un pays qui se veut en paix, qui se veut un exemple de modération, qui donne des leçons de morale au monde entier. Dernier point qui a été évoqué par certains des intervenants préalables, ce gouvernement iranien est un gouvernement qui est capable de pratiquer le terrorisme d'État dans sa région. C'est un secret pour personne qu'un certain nombre de mouvements subversifs sont des mouvements soutenus par Téhéran. Or, dans le contexte où nous sommes, quelle confiance peut-on faire à un régime qui a un comportement pareil? Nous devons demander à notre gouvernement, nous devons demander à l'Europe de reposer des questions au gouvernement iranien de façon à ce qu'il donne des explications et qu'il change de comportement. Voilà, donc ce que vous proposez, c'est que pour les prochaines rencontres, qui sont d'ailleurs prévues, je crois que même en septembre ou en novembre, nous aurons encore d'autres contacts entre autorités des deux pays, vous proposez que cette question des violations des droits de l'homme soit mise en relief. Bien sûr. Monsieur Becquet peut-être pourrait nous dire, parce que Monsieur Becquet, vous avez été aussi parlementaire, est-ce que on pourrait, à travers, par exemple, les législations, subordonner les contrats commerciaux avec l'Iran
Est-ce que vous pensez que en matière, disons, dans le domaine des parlementaires, des élus, on pourrait envisager des mécanismes qui pourraient être, je dirais pas, peut-être contraignants ou qui pourraient obliger les gouvernements à respecter cette clause dans leurs relations commerciales avec l'Iran, ici en l'occurrence? Je ne crois pas trop aux clauses juridiques. Je ne pense pas qu'on puisse associer une clause juridique directe à un accord international portant sur d'autres sujets. Mais je crois à la politique. Je crois beaucoup à la politique. Je crois beaucoup à l'opinion publique. Et je crois beaucoup à l'impact de la connaissance des faits qui se déroulent en Iran concernant les droits de l'homme, à l'intérieur et encore une fois vers l'extérieur, car c'est les deux aspects qu'il faut mettre en lumière sans cesse, vers l'ensemble des élus et comment les élus peuvent interférer sur leur gouvernement respectif, le gouvernement de la France, le gouvernement de l'Italie, mais le gouvernement de tous les pays démocratiques du monde. Je crois plus à cela qu'à des textes qui, à mon avis, ne pourraient pas être applicables directement. Donc, moi, je crois à la politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'influence des citoyens organisés par les associations, par les représentants des élus à tous les niveaux, du maire aux députés, aux sénateurs, tous les types d'élus qui pourront agir, influencer, travailler avec leur gouvernement, faire pression sur leur gouvernement pour que les choses soient dites et entendues. Et donc, je partage ce qui a été dit beaucoup par François Colcombet sur ce point-là. C'est une action résolue, permanente, que nous devons mener les uns et les autres, en tout cas tous ceux qui en sont convaincus, et je crois qu'ils sont chaque jour plus nombreux, pour faire entendre cette voix-là à l'égard de leur gouvernement, mais aussi dans la presse, dans les médias des différents pays. Il faut aussi que ça se dise beaucoup dans les médias. Et donc, il y a un travail en profondeur à mener de manière urgente. Et je crois que le gouvernement français, et notamment Laurent Fabius, sait tout cela. Manifestement, il faut qu'on le mette en situation de pouvoir l'exprimer aussi. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Et donc, c'est plus un appel à l'engagement que je fais. Voilà, vous faites très bien de le souligner. Effectivement, vous proposez donc une mobilisation des élus en la matière, voilà, disant que les gouvernements sont sensibles dans les démocraties occidentales à cette mobilisation des élus. D'ailleurs, le comité français pour un Iran démocratique, dont vous êtes cofondateur avec M. Colcombet, s'est adressé dans une lettre à l'occasion de ce voyage récent du ministre français des Affaires étrangères en Iran. Donc, il ne faut pas aller vers les textes, mais plutôt vers une mobilisation des élus qui pourraient avoir un rôle vers leur gouvernement respectif. Peut-être à travers cette question, je vais revenir à une autre question qui pourrait s'adresser à Monsieur le ministre, Monsieur Tersi, du fait de son expérience dans le domaine des instruments internationaux, parce que c'était cette journaliste, donc Madame Fatwan, qui demandait au niveau de la communauté internationale comment il pourrait arrêter ces crimes. Vous aviez évoqué tout à l'heure la question de mémoire et, au début de votre intervention, à juste titre, de Hiroshima. Moi, je pense à ces jours dans lesquels nous sommes en train d'organiser cette conférence de presse sur Internet. On a un devoir de mémoire concernant 30 000 prisonniers politiques qui étaient exécutés en août 1988 par un fatwa de Khomeini. Donc, il y avait un fatwa de Khomeini en août 1988 qui a autorisé les responsables de la juridiction du pays, les responsables de prison, d'exécuter en l'espace de quelques mois 30 000 prisonniers politiques en Iran. C'est un crime contre l'humanité, c'est compris comme tel par Amnesty International, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une contrainte ou d'un texte contraignant au niveau international. Il y a cette mémoire, et quand on rejoint avec ça cette actualité récente concernant les exécutions,
Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'action de la communauté internationale en la matière? Je trouve que de façon générale, le cadre de cette question, combien de pression l'Union européenne et chacun des pays membres de l'Union européenne devrait poser sur la question des droits de l'homme et combien de conditions nous subissons à cause des intérêts économiques. C'est-à-dire, quel est l'équilibre entre l'affirmation des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'état de droit, parce que, enfin, c'est ça le problème final, un état de droit respectueux des droits de l'homme et de la légalité internationale, et combien d'équilibre chacun de nos pays peut trouver dans la réalité de la pression énorme que nous avons des catégories productives, des entreprises qui pensent de récupérer à l'extérieur des emplois, des places de travail et de revenir sur une position de croissance. Donc, c'est une question d'équilibre. Mais je crois que le préfet Yves Bonnet a parlé d'une disons, une double vision de politique étrangère. Il a très bien dit, très bien défini, de politique étrangère entre idéalisme, courant idéaliste et courant réaliste. C'est quelque chose que nous connaissons très bien dans l'histoire européenne de nos pays, français, italiens, allemands, mais qui a pris une grande envergure comme débat aux États-Unis. Aux États-Unis, les années du début de l'après-deuxième guerre mondiale, Morgenthau, Kissinger, Kennan, George Kennan, et ce sont les noms qui ont marqué le débat de ces deux grands courants. En effet, l'évolution de la pensée réaliste a trouvé une voie moyenne, je crois, avec la position qu'encore dernièrement, dans le livre magistral, comme toujours, de Henry Kissinger, un ordre mondial, a trouvé. Il n'y a pas une politique réaliste possible si elle n'est pas ancrée sur des valeurs profondes qui sont propres à notre identité, à notre culture, à notre histoire politique. Donc, il n'y a pas de réalisme en se taisant sur les centaines, les milliers d'exécutions que nous voyons en Iran, les tortures, les choses affreuses que sont propres à l'histoire, malheureusement, du régime théocratique contre sa population. Il n'y a pas de réalisme si nous ne sommes pas capables de diriger une politique étrangère qui donne une valeur importante aux droits de l'homme. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le contexte des droits de l'homme. 80-85% des pays membres des États-Unis ont ratifié toutes les principales conventions internationales et les covenants sur les libertés politiques, les libertés religieuses, les droits de l'enfance, la parité entre hommes et femmes et tout cela. Presque tout le monde a signé, même l'Iran a ratifié tous ces instruments juridiques. La pratique est complètement différente. Donc, je crois beaucoup, et on a déjà esquissé cette feuille de route, je crois beaucoup à un engagement, tout d'abord, une information et une action de médias plus honnête vis-à-vis nos populations, et je parle pour l'Italie, mais ça s'attache aussi à d'autres situations nationales, sur ce que sont les violations. Il n'y a pas de doute que les grands groupes éditoriaux qui publient les journaux en Italie sont influencés par des considérations des affaires, donc sont très réticents à aborder avec vigueur la question des droits de l'homme en Iran. J'en parlais au début. C'est une question qui est restée toujours en dehors de l'affaire de l'accord nucléaire pendant les négociations simple 1 et aussi dans les grands médias. Donc, il y a des plans
où on doit engager les Iraniens à niveau bilatéral, dans toutes les visites, au Conseil des droits de l'homme, dans les peer reviews, dans les situations pays qui sont discutées dans plusieurs enceintes des Nations Unies, mais dans tous les principaux comités des Nations Unies, il faut faire résurgir autant que possible. Et je pense que là, c'est un engagement des membres permanents occidentaux au Conseil de sécurité. La question des droits de l'homme au Conseil de sécurité. Quand on passe des résolutions qui regardent aussi la ratification, par exemple, le Conseil de sécurité de l'accord nucléaire avec l'Iran, on devait parler aussi dans cette résolution des droits de l'homme. Je comprends très bien que ça aurait été difficile avec la position des Chinois et des Russes, surtout. Mais je suis sûr aussi que certaines références dans les lignes de la résolution auraient dû avoir plus de vigueur, plus de caractère, et ne l'ont pas eu. Donc, il y a plusieurs autres enceintes dans lesquelles on peut faire valoir la question. Il faut allumer toutes les lumières possibles. Et j'en parle avec connaissance parce que ma lumière c'est seulement éteinte maintenant. J'espère qu'il n'y a pas une raison symbolique d'avoir seulement une demi de mon image allumée. Mais allumer toutes les possibles lumières à niveau international dans les débats. Cela doit être un effort collectif des pays européens. Je voudrais mentionner une initiative avec des organisations non gouvernementales en Italie, on est en train de lancer aux Nations Unies en parallèle de la 70e Assemblée générale des Nations Unies sur l'état de droit et le respect des droits de l'homme. C'est une grande occasion. Ce sont des acteurs qui se sont occupés les années passées de la moratoire sur la peine capitale, qui sont occupés de la grande négociation pour la Cour pénale internationale. Je crois que ça peut démarrer un autre printemps, un véritable printemps pour les droits de l'homme dans l'Assemblée générale, surtout en songeant à l'Iran, à la situation iranienne. Merci, Monsieur le ministre. Effectivement, nous aurons le Conseil des droits de l'homme en septembre et l'Assemblée générale après en septembre, octobre, novembre. On verra justement comment les États membres vont agir concernant cette situation alarmante des droits de l'homme en Iran. Monsieur Bonnet, il nous reste à peu près 7 minutes. J'aimerais m'adresser à vous concernant ces Français qui partent en Iran, aussi bien de journalistes, de touristes, de chefs d'entreprise. Et en l'occurrence, récemment, votre ministre des Affaires étrangères, certainement leur guide ne les amène pas sur ces carrefours où il y a des pendaisons publiques. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces Français qui maintenant partent en Iran sur cet aspect qui est occulté complètement de la réalité iranienne? Il faut leur dire d'être parfaitement clairs sur le problème du respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme implique une tolérance zéro pour ce qui concerne, bien évidemment, leur oubli ou leur méconnaissance. Nous avons affaire, Monsieur le ministre s'en souvient encore mieux que moi, à un État qui, à 2 reprises au moins, n'a pas hésité à violer les conventions diplomatiques, c'est-à-dire à envahir des bâtiments diplomatiques, en l'occurrence l'ambassade des États-Unis à Téhéran et puis ensuite l'ambassade de Grande-Bretagne, et qui n'a subi de ce fait aucune espèce de sanction. Si les alliés amis des États-Unis et de la Grande-Bretagne avaient à ce moment-là tous unanimement rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran, croyez-moi qu'aujourd'hui l'Iran ne parlerait pas avec la même autorité et ne serait pas entendu. C'est tout de même un État qui s'est permis des choses que les régimes nazis ou fascistes n'ont jamais fait. Bon, alors on va évidemment là beaucoup trop loin. Et quand on parle de droits de l'homme, on évoque toujours cette difficulté à concilier la réelle politique et le respect des droits de l'homme. Souvenons-nous de notre attitude vis-à-vis de la Chine.
où pendant des années et des années, les diplomates qui allaient en Chine essayaient de parler des droits de l'homme, ce qui ennuyait, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup les Chinois, et c'était une source de friction permanente. S'agissant de l'Iran, on ne les évoque jamais. Alors que les Chinois, évidemment, eux, ont compris. Bon, c'est un peuple, un gouvernement intelligent, les Iraniens aussi d'ailleurs. Eh bien, il faut pousser cette compréhension forcée, si je veux dire, obligée, il faut la pousser jusqu'à l'extrême. Il faut faire en sorte que nous ayons une tolérance zéro. Monsieur le ministre se souviendra, évidemment, nous n'avons pas connu tous les deux cette époque, où le cives romanus, c'est-à-dire le citoyen romain. Nous aussi, nous sommes des citoyens romains, monsieur le ministre. Eh bien, le citoyen romain était un personnage que l'on respectait partout. Gare à celui qui touchait à un cheveu du citoyen romain. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation. Notre qualité de citoyen européen, italien, allemand ou français ne nous protège de rien du tout. Eh bien, nous devons revenir à une attitude beaucoup plus ferme. N'oublions pas aussi que nous avons cette arme importante de la rupture des relations diplomatiques. Car lorsqu'on rompt les relations diplomatiques avec un État totalitaire, on lui cause un grave préjudice. Je vais vous expliquer pourquoi. Je permettrai à l'ancien policier que je suis de vous le dire. C'est parce que les ambassades de ces pays sont truffées d'espions, et qu'à partir du moment où vous les dégagez, eh bien, vous soulagez aussi la pression de l'espionnage, de la propagande et de la désinformation qui pèse sur nos pays. Donc, le maître mot, c'est la fermeté. Il n'y en a malheureusement pas d'autre. Voilà, c'est le mot d'aujourd'hui, tolérance zéro vis-à-vis des violations graves et massives des droits de l'homme en Iran. J'aimerais dans ces quelques dernières minutes demander un petit commentaire de M. Kolkombe ou de M. Beké, les deux, si vous voulez bien réagir. C'est cette dernière question d'un journaliste égyptien qui disait que c'est en premier lieu les Iraniens eux-mêmes qui auront une tolérance zéro vis-à-vis de cette aggravation de répression. L'impact intérieur de ces violations graves des droits de l'homme, de cette répression, qu'est-ce que vous aurez à dire, M. Kolkombe, et après M. Beké, à cette opinion de ce journaliste égyptien qui dit que la population iranienne va finalement réagir vis-à-vis de ces violations et de ces répressions graves? M. Kolkombe? Bien sûr. Je pense que moi, si j'habitais le Moyen-Orient, je serais très inquiet. Parce que aujourd'hui, on peut considérer que l'Iran aura la bombe atomique dès qu'il voudra et s'en servira comme il voudra. Et que son attitude actuelle qui consiste à continuer de violer les droits de l'homme délibérément montre que rien ne l'intimide. Alors si j'habitais ces régions et l'Occident également, ça vaut pour nous aussi, je ferais pression sur mon gouvernement, sur l'opinion publique pour que enfin les instances internationales prennent conscience de la gravité de la situation. Il faut maintenant que tous les gouvernements de la région, qui sont à juste titre inquiets, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Jordanie, la Turquie, se ressaisissent et fassent pression pour que la situation soit normalisée dans ces pays. Il faut qu'il y ait un effort collectif en ces matières. Tous ces pays ne sont pas des exemples en matière de droits de l'homme, mais leur situation, si épouvantable qu'elle soit, n'est pas aussi grave que celle de l'Iran. Il y a un effort collectif à faire. Enfin, tout ce message doit s'adresser à la communauté internationale, mais aussi à nos amis américains, qui s'imaginent parce qu'ils sont très loin du Moyen-Orient, on peut faire n'importe quoi. Or, ils doivent se souvenir des Twin Towers, ils doivent se souvenir qu'ils ne sont pas inviolables, et ils peuvent être persuadés que leur laxisme en ces matières leur retombera sur le nez, peut-être plutôt qu'ils ne croient. Merci, M. Kolkombe. M. Beké, un dernier commentaire sur la réaction des Iraniens, à votre avis, sur ces violations, ces répressions qui s'aggravent dans le pays? Moi, je pense que le peuple iranien, il a envie d'être respecté. Et pour qu'il soit respecté, il faut que son État soit respectable. Et donc, la mobilisation dont je parlais tout à l'heure au niveau des pays démocratiques, elle peut aussi influencer ou aider
la prise de conscience en Iran même par les citoyens iraniens du besoin, de la nécessité d'arriver à un respect des droits de l'homme. Pour que l'Iran devienne une vraie puissance au niveau mondial, il faudra bien que des pas soient faits importants pour le respect des droits de l'homme. Il faudra que cessent ces violations répétées. Donc, on a évoqué tout à l'heure la torture, on a évoqué toute une série de domaines qui sont dramatiques au niveau de l'Iran. Eh bien, je crois que ces éléments-là, c'est un peu l'interaction entre l'opinion publique mondiale et l'opinion interne en Iran qui fera bouger les choses. J'en suis assez convaincu. C'est pas facile, évidemment, c'est compliqué tout cela, mais je crois que les relations maintenant existent. Même quand le gouvernement iranien veut supprimer Internet, les gens arrivent toujours à avoir les informations. Heureusement, ça circule. Et donc, l'action des uns et des autres au niveau mondial et à l'interne en Iran permettra de faire bouger les choses. J'en suis vraiment convaincu et ça me paraît être l'urgence actuelle pour faire bouger les choses. Voilà, nous terminons cette conférence en ligne avec cette phrase de M. Beké qui dit sa conviction que les Iraniens ne sont pas de tendance à baisser les bras vis-à-vis de cette répression et de ces violations graves. Et j'espère que cette contribution de notre conférence en ligne d'aujourd'hui a été aussi dans le sens à mobiliser, sensibiliser l'opinion publique sur cette souffrance des Iraniens et notamment sur cette mobilisation des Iraniens pour faire face à cette dictature religieuse qui, pour le moment, n'est pas un État respectable et qu'on ne peut pas identifier un peuple de 80 millions d'habitants avec la richesse de la culture, de l'art et de l'ancienneté de son histoire que vous connaissez très bien. Je remercie Monsieur le ministre Giulio Terzi, Monsieur le préfet Yves Bonnet, Monsieur Colcombé, Monsieur François Colcombé, Monsieur Jean-Pierre Beké pour leur intervention, leur contribution et d'avoir éclairci les différents aspects de cette problématique de la question des droits de l'homme en Iran. Et voilà, nous espérons avoir l'honneur de vous recevoir pour une prochaine conférence en ligne. Au revoir, messieurs, et encore passez de belles journées de vacances.